Ce qui est l'une des plus incroyables affaires d'enlèvement d'enfants commence le lendemain de Noël, à Boulder, dans le Colorado. Il est 6 heures du matin, le 26 décembre 1996, lorsqu'une femme en détresse appelle le 911, le numéro d'urgence aux États-Unis. Police, j'écoute. Envoyez un agent de police. Que se passe-t-il? Au 755, 15e rue. Que se passe-t-il, madame? C'est un enlèvement. Dépêchez-vous. Expliquez-moi ce qui se passe, d'accord? J'ai trouvé une lettre et notre fille a disparu. Une lettre? Et votre fille a disparu? Oui, Quel âge a-t-elle? 6 ans. Blonde. Aidez-moi. Ok, votre nom? Patsy Ramsey. Je suis sa mère. Mon Dieu. Pitié. Ok, j'envoie un agent sur place. Le 911 reçoit un appel éploré d'une mère de famille qui dit « Nous avons subi un kidnapping et si nous ne donnons pas 118 000 $ au kidnappeur, eh bien notre fille va mourir. » Et donc, la mère, Patsy Ramsey, elle est totalement bouleversée et elle est en état de panique, de sidération à ce moment-là. Une petite fille de 6 ans, visiblement kidnappée. Une mère de famille effrayée. Une demande de rançon de 118 000 $. C'est le début d'une enquête qui a bouleversé le monde entier et suscité l'incompréhension. Qui peut s'en prendre à une fillette pendant la nuit de Noël? Voici l'histoire de la famille Ramsey, une famille américaine en apparence idéale. L'histoire se passe à Boulder, qui est une ville du Colorado. À l'époque, c'était 80 000 habitants, aujourd'hui 100 000 habitants. Et on se trouve au pied des montagnes rocheuses. C'est une ville très agréable. On est vraiment au cœur de l'Amérique tranquille. Il y a assez peu de criminalité et c'est un endroit tout à fait paisible. La famille Ramsey s'est installée ici, dans la partie résidentielle de Boulder, en 1991. Ils étaient à la recherche d'un cadre de vie rêvé pour élever leurs 2 enfants, Burke, 9 ans, et la petite dernière, John Benet, 6 ans. C'est pourtant dans ce quartier paisible, derrière les portes de ce manoir, qu'un terrible drame va se jouer. La famille Ramsey, c'est un petit peu l'archétype de la famille heureuse américaine. Donc il y a le père, John Ramsey, qui a fait fortune dans une entreprise de matériel informatique. Il a toutes les apparences du self-made man. Il a monté son entreprise, il a gagné de l'argent, ils habitent dans une belle maison et lui dirige son entreprise d'une main de maître, on peut dire, depuis plusieurs années. Patsy, la maman, est une ancienne reine de beauté. C'est une mère au foyer qui est très attentionnée. C'est vraiment la famille idéale et un cadre de vie bien exceptionnel pour les enfants. Patty Ramsey a été élue Miss de l'État de Virginie et elle voit en sa fille la continuité de son rêve. La mère de famille entraîne John Benet à tous les concours de beauté du pays et elle la façonne à son image. John Benet Ramsey a 6 ans et c'est la petite américaine parfaite, la petite blondinette avec ses bouclettes. L'Amérique la connaît déjà, elle a été Miss Colorado. Elle participe à ces fameux concours de mini-miss aux États-Unis qui font beaucoup parler. Elle a gagné plusieurs prix, notamment le Royal Mini-Miss Contest, une sorte de consécration un petit peu dans ce milieu, et on la surnomme Little Miss Sunshine. Et en fait, tout le monde dans cet univers lui prédit un avenir un peu de star dans ce milieu. En fait, elle a tout pour réussir. Du haut de ses 6 ans, John Benet semble avoir un avenir tout tracé. Elle collectionne les récompenses et elle fait parler d'elle dans toute l'Amérique. Et alors qu'elle aurait dû s'émerveiller devant ses cadeaux, au pied du sapin, la fillette est portée disparue. Ce matin du 26 décembre 1996, quelques instants après l'appel de Patsy Ramsey, la police de Boulder arrive sur place.
Dehors, dans ce quartier huppé de la ville, les guirlandes scintillent encore à toutes les fenêtres. Aussitôt, les enquêteurs fouillent toute la maison. Mais ils ne remarquent rien d'anormal. La famille est sous le choc et Patsy est dévastée. Elle appelle au secours tous ses proches pour la soutenir. Les amis arrivent en masse par solidarité pour cette mère en détresse et c'est un petit peu un hall de gare, cette maison. Quand je suis arrivée, elle n'arrêtait pas de me dire « Ils ont tué mon bébé ». Dans la demande de rançon, il était écrit « On appellera entre 8 et 10 heures ». La police avait déjà mis en place un dispositif pour identifier les appels entrants ou sortants. Les minutes s'égrènent, on attend les 10 heures du matin, et à 10 heures du matin, pas d'appel. En fin de matinée, comme il n'y avait pas eu d'appel entre 8 et 10 heures, la police locale et le FBI ont décidé d'un commun accord de fouiller de nouveau la maison du sol au plafond. Cette nouvelle fouille ne donne rien. La police locale de Boulder a appelé en renfort le FBI, comme c'est à chaque fois le cas, dans les affaires d'enlèvement d'enfants. C'est l'agent spécial Ron Walker qui est dépêché sur place. Il faisait froid ce jour-là. C'était le 26 décembre 1996 et il faisait très froid. Je venais de sortir de la douche quand mon bip a sonné. Je devais rappeler le bureau de toute urgence. On m'a dit qu'il s'agissait d'un enlèvement avec demande de rançon et que la victime était un enfant. On m'avait dit que la victime avait 5 ou 6 ans. Et puis, quelqu'un a ajouté « Elle participe à des concours de beauté ». Alors la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que son enlèvement était peut-être lié à sa participation à des concours de mini-miss. Les heures passent, mais la magie de Noël n'opère pas. Toujours aucune nouvelle du ravisseur. Alors à 13h, le père de famille part à son tour à la recherche de sa fille. Il commence par le sous-sol de la maison en se dirigeant vers la cave. Et là, il fait une découverte effroyable. Et en fait, il faut imaginer se mettre à la place de ce père qui, n'ayant aucune nouvelle de sa fille depuis le matin, descend à un moment donné à la cave et un peu plus loin, un peu dans la pénombre, il distingue une sorte de forme un peu blanchâtre. En fait, c'est une couverture, il soulève. Et il reconnaît le corps de sa fille allongé par terre. Elle a la bouche recouverte de rubans adhésifs et les bras au-dessus de la tête. J'ai enlevé l'adhésif qui lui recouvrait la bouche. J'ai essayé de dénouer la corde qui lui serrait les bras. Je l'ai embrassée, je lui ai parlé. Puis j'ai compris qu'elle n'était pas endormie. Ce n'était pas normal. Et je l'ai emmenée au rez-de-chaussée. Son corps était raide comme une planche de bois. La rigidité cadavérique s'était installée. Elle n'avait pas été tuée 1 heure ou 2 plus tôt. Sa mort remontait à 10 ou 12 heures. Et donc on peut imaginer l'horreur que vit ce père à ce moment-là. Et là, il y a une scène absolument terrible qui se passe. Les policiers ne savent pas vraiment quoi faire et laissent le père prendre le corps de sa fille et le remonter à l'étage, dans le salon, pour le déposer devant le sapin de Noël. Et ça, on peut imaginer que pour un père, c'est un geste un peu désespéré. C'est l'effroi, il crie. La mère également est totalement dans une crise, elle est en larmes, elle hurle, elle demande qu'on lui ramène sa fille. Les parents sont de toute évidence choqués et évidemment, ce jour de Noël qui devait être synonyme de joie familiale, eh bien c'est l'horreur. Quand je suis entré dans la maison et que j'ai vu le corps de cette petite fille allongée devant le sapin de Noël, ça m'a vraiment brisé le cœur. Un enfant mort le jour de Noël. Quelle tristesse. Les parents sont dévastés. Leur petite fille, qu'ils croyaient kidnappée, a en fait été sauvagement assassinée. C'est l'incompréhension totale pour la famille, comme pour les enquêteurs. Le lendemain de Noël, l'enquête commence. Une affaire hors norme qui fait la une de tous les médias. Le meurtre de la mini-miss John Benet traumatise l'Amérique. Et dès le départ, le travail des enquêteurs s'annonce compliqué. Les allées et venues dans la maison des Ramsey et le déplacement du corps de la fillette ont souillé la scène de crime.
John Ramsey a remonté le corps de sa fille et l'a déplacé jusqu'à la salle de séjour, à proximité du sapin de Noël. Je me suis tout de suite dit, contamination, contamination de la scène du crime. Rien ne justifiait qu'autant de personnes déplacent le corps. Quand je suis arrivé, j'ai demandé à l'agent French où le corps avait été déposé et il m'a répondu juste là. Je me tenais sur le tapis où John Ramsey avait déposé le corps de sa fille. Ce couloir, tout le monde l'a emprunté. Ce qui veut dire que tous les éléments de preuve potentiellement transférés du corps de la victime sur le sol ont été contaminés. La scène du crime avait été contaminée par tous ceux qui se trouvaient sur les lieux, à tel point qu'il était devenu impossible de savoir qui avait touché quoi. Ça allait être un cauchemar. Sur place, tellement de monde a pollué la scène de crime qu'il est impossible de relever la moindre empreinte digitale. Alors, la police espère que l'autopsie permettra de les orienter sur une piste. Dès les premières constatations, les enquêteurs remarquent que la fillette a été visiblement étranglée à l'aide d'un garrot placé autour du cou. Elle est morte de strangulation. C'est-à-dire qu'elle a autour du cou une lanière qui a tellement été serrée fort que, en fait, ça a pénétré les chairs. La façon dont le garrot se présentait était relativement sophistiquée. Quelqu'un avait passé beaucoup de temps à le fabriquer. La police a retrouvé des éclats de bois qui se trouvaient à proximité du corps, provenant du matériel de peinture de Patsy Ramsey. L'agresseur a cassé un objet en bois au sous-sol et l'a sans doute utilisé là, sur place. C'est une manière de procéder beaucoup plus complexe que la normale. L'agresseur peut utiliser la pièce en bois pour tirer et le nœud coulant pour étrangler sa victime. Là, c'est un meurtrier qui manifestement a voulu faire souffrir sa victime. C'est une forme de torture. Pour les enquêteurs, le tueur aurait pu facilement étrangler la fillette de ses mains, mais l'utilisation d'un garrot signifie que l'auteur du crime cherchait à prendre du plaisir avec ce supplice. Le médecin légiste va encore plus loin. Cet acte de torture n'est peut-être pas l'origine du décès. John Benet a aussi reçu un coup à la tête qui aurait pu lui être fatal. Dans ce cas, le garrot ne serait alors qu'une mise en scène macabre. Elle avait subi un important traumatisme crânien. Il y avait très peu de signes extérieurs. En tout cas, rien de visible au niveau du cuir chevelu. On a seulement remarqué un bleu, une contusion. C'est la seule preuve qu'on avait. Mais l'autopsie a révélé une grave fracture du crâne. Je me suis longuement entretenue avec le médecin légiste pour savoir si le garrottage et la strangulation avaient eu lieu avant ou après le coup à la tête. Il m'a dit « Je les ai regroupés parce que je ne sais pas ». La question se pose, est-ce que la petite a été étranglée avant d'avoir subi ce choc à la tête ou est-ce l'inverse? Et ça, l'autopsie ne le dit pas. Quand j'ai vu le corps, je n'ai remarqué aucun signe extérieur de traumatisme crânien. Mais ça avait pu être provoqué autrement. Était-ce arrivé par accident ou était-ce quelque chose qu'il fallait dissimuler? L'autopsie ne permet pas d'identifier les causes exactes de la mort de la minimise. En revanche, elle révèle que John Benet aurait peut-être aussi subi des violences sexuelles. Certains éléments suspects posent question. Et un scénario commence à prendre forme. Le journal local annonce aujourd'hui que John Benet a été violé. Il y avait une abrasion des parties génitales. Pour ce qui est de la pénétration digitale, le fait est que personne n'est sûr à 100%. Les preuves sont au mieux peu concluantes. Il y avait 2 taches de sang dans sa culotte. L'une d'elles contenait de l'ADN qui n'appartenait ni aux parents ni à la victime, ni à qui que ce soit d'autre à notre connaissance. On ne savait pas à qui il appartenait, ce qui suggérait la présence d'un agresseur non identifié sur le lieu du crime. Le profil de John Benet, c'est une minimise
connu en tout cas dans le Colorado. On imagine que c'est une proie pour tous les pédophiles qui peuvent retrouver assez facilement son adresse. Ces lésions sexuelles posent une question évidente rapidement pour les enquêteurs, c'est est-ce que cette mini-miss qui était un petit peu objet de convoitise pour tout le monde, est-ce qu'il n'y a pas un détraqué quelque part qui a pu s'éprendre de cette mini-miss jusqu'à s'introduire en pleine nuit dans sa maison pour s'en prendre sexuellement à elle? Pour les enquêteurs, la piste d'un pédophile devient de plus en plus crédible. Et le médecin légiste pense même avoir identifié par quels moyens l'agresseur aurait pu immobiliser la fillette. On a 2 lésions qui vont de pair. Une zone brune sur la joue, en dessous de l'oreille, et une autre beaucoup plus petite, un peu plus bas. Et sur le côté gauche du dos, il y a 2 lésions étrangement similaires. Ces marques sont espacées d'environ 3 cm et demi. L'inspecteur Lou Smith a retrouvé un pistolet à impulsion électrique dont les électrodes sont espacées de 3 cm et demi. La piste du prédateur sexuel commence véritablement à prendre de l'ampleur. Quelqu'un qui serait parvenu dans la chambre de la petite fille et qui l'aurait neutralisée à l'aide d'un taser pour pouvoir plus tranquillement l'agresser sexuellement. En 1996, Lou Smith est alors enquêteur pour les services du procureur. À l'époque des faits, il est convaincu qu'un dangereux prédateur s'en est pris à la mini-miss. Quand je regarde la petite John Benet, heureuse, souriante, pas une seule trace sur le visage, ces lésions ont été provoquées par un individu brutal et pervers. Selon lui, voici ce qui se serait passé dans la nuit du 25 décembre 1996. Le lendemain du réveillon, la famille Ramsey fête Noël chez des amis. Les enfants déballent leurs cadeaux, des étoiles plein les yeux. Un jour de fête, célébré dans la joie. Mais vers 22h, les Ramsey rentrent chez eux en voiture. John Benet s'endort. Arrivés à la maison, les parents la mettent au lit. Et ils se seraient couchés eux aussi. Et c'est à ce moment-là que le sort de John Benet aurait basculé. John Benet a été sauvagement assassiné par quelqu'un qui a utilisé un pistolet à impulsion électrique. Il l'a sorti de son lit dans la nuit du 25 décembre. Il l'a emmené tout au bout du sous-sol. Il a fabriqué un garrot de fortune, l'a passé autour de son cou. Il avait fantasmé sur ce qu'il allait lui faire subir. Et il l'a sauvagement assassiné. Il a étranglé une petite fille de 6 ans. Patsy Ramsey, la mère de famille, en est elle aussi convaincue, comme elle en témoigne lors de son audition avec la police. Quelqu'un qui ne faisait pas partie de la famille se trouvait chez nous cette nuit-là, a sorti John Benet de son lit et l'a assassiné. La police du procureur en est certaine. La piste d'un prédateur sexuel qui se serait acharné sur la fillette est la bonne. Et la famille Ramsey soutient cette hypothèse. Mais la police locale de Boulder n'y croit pas. C'est elle qui est intervenue en premier sur les lieux, avec Ron Walker, agent au FBI. Depuis le début de l'enquête, ils sont en désaccord avec leurs collègues. Eux ont une toute autre hypothèse. Ils soupçonnent un membre de la famille. Patsy se trouvait dans la véranda. Elle était entourée de ses amis qui essayaient de la consoler. John Ramsey, quant à lui, s'était mis un peu à l'écart à la cuisine. Il m'a semblé relativement détaché. Typiquement, quand un enfant a été assassiné ou a disparu, ses parents cherchent à se rapprocher physiquement. Ils se prennent dans les bras, se consolent, se soutiennent moralement. Je n'ai rien vu de tout ça chez les Ramsey ce matin-là. Des parents qui sont à distance l'un de l'autre, et puis des petits éléments qui leur font douter de la version d'un kidnapping, notamment l'appel au 911. C'est très très rare dans ce genre d'affaires que la maman a raccroché au 911. Et ça, tous ceux qui sont dans les secours le savent. Lorsque quelqu'un appelle les secours, elle ne raccroche jamais, elle attend qu'on lui dise de raccrocher. Là, très clairement, c'est la maman qui raccroche. Donc, une série de tout petits détails qui fait eh bien, que la police se dit eh bien, il y a peut-être une piste familiale.
Pour les inspecteurs de Boulder, la découverte du corps par le père de la victime leur paraît aussi curieuse. La police venait de procéder à une fouille de la maison et pourtant, elle n'avait rien vu dans la cave. Étrange. Mais surtout, la façon dont le corps de John Benet a été soigneusement enveloppé dans une couverture confirme définitivement les soupçons de la police locale. Très souvent, quand le corps est recouvert d'une couverture ou d'un linge ou d'un linceul, c'est souvent l'œuvre d'un proche, parce que ce proche ayant commis l'irréparable a du mal à ne serait-ce que visualiser le corps de sa victime. Je peux vous affirmer sans équivoque que dans 99% des cas, si ce n'est pas 100%, lorsque l'agresseur a pris soin du corps de sa victime après l'avoir assassinée, c'est qu'il la connaissait intimement. John Ramsey a déclaré « Je ne me souviens pas comment la couverture était disposée. Je ne sais pas si elle avait été jetée sur elle. Tout ce que je sais, c'est que je cherchais à dénouer la corde qui lui serrait les poignets. J'ai arraché le ruban adhésif qui lui recouvrait la bouche et je l'ai porté jusqu'au rez-de-chaussée, au cas où elle serait encore en vie. » La police locale suspecte les parents d'être impliqués d'une manière ou d'une autre dans le meurtre de leur fille. Et elle les interroge sur chaque détail de l'affaire. D'abord le père, lors d'une audition filmée au commissariat de Boulder. Dites-moi, monsieur Ramsey, avez-vous eu l'occasion de voir le nœud qui avait été fait autour du garrot? Non. Je vois. Y a-t-il une raison à cela? Ça m'est très douloureux. Pour la police, le père de famille paraît un peu flou dans ses réponses. Mais c'est surtout le comportement de Patsy qui interroge les enquêteurs. Avec elle, ils sont face à un mur. Lorsqu'elle est entendue à son tour au commissariat, elle les assaille de reproches, comme on peut le constater sur cette vidéo d'archives. Je n'ai rien fait. John Ramsey, mon mari, non plus. Personne n'a la moindre idée de qui a fait ça. Reprenez l'enquête de zéro. C'est difficile d'être ici, mais ça l'est encore plus d'être chez nous à Atlanta, à se demander à chaque instant ce que vous fabriquez. Je ne supporte pas l'idée que le coupable soit en liberté et puisse s'en prendre à un autre enfant, voire à d'autres enfants. Alors arrêtez de perdre du temps à me poser des questions ridicules et trouvez la personne qui a fait ça. La police juge Patsy peu coopérative. Mais au-delà de son comportement, les inspecteurs s'interrogent sur un élément au cœur de toute l'affaire, la lettre de demande de rançon. Les enquêteurs ont la preuve que le papier utilisé appartient au Ramsey. Et ils n'imaginent pas une seule minute que le ravisseur puisse rédiger sur place 3 pages au risque de se faire surprendre. Alors ils sont convaincus que le corbeau est un membre de la famille. Et pour le savoir, ils comparent leurs écritures. Cette analyse graphologique dit une chose très clairement. Ça ne peut pas être le père, John, qui a écrit cette lettre de kidnapping. Ça ne peut pas être le fils non plus. En revanche, les graphologues n'écartent pas la maman. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a des formes de lettres qui sont communes entre l'écriture de Patsy et l'écriture du corbeau. Et comme dans l'affaire Grégory, où la mère avait été aussi accusée à cause de ses expertises graphologiques, on est dans le même cas de figure, c'est-à-dire que cette expertise graphologique va faire d'elle, à ce moment-là, le suspect numéro 1. Si Patsy est le corbeau, pourquoi aurait-elle fait une telle mise en scène? Il y a le témoignage de certaines de ses voisines faisant état parfois d'un comportement un peu violent, un peu colérique, notamment parfois avec sa fille. Une exigence très importante. On sait, dans le cas des stage moms, des mamans qui cherchent à réussir par l'intermédiaire de leurs enfants, c'était le cas de ces concours de mini-miss, il y a une exigence très très poussée. On sait aussi que Patsy avait des disputes souvent avec sa fille. On savait que la petite avait tendance à faire pipi au lit et que ça rendait un petit peu sa mère hystérique. Pour Steve Thomas, l'enquêteur de la police locale de Boulder, cet accident nocturne serait peut-être même le point de départ de toute l'affaire. Lors d'une conférence de presse, il fait part aux journalistes de son hypothèse.
Je pense que John Benet s'est réveillé après avoir fait pipi au lit, comme l'indiquent l'alaise et les taches d'urine. Je n'ai jamais cru qu'elle avait subi des violences sexuelles visant à procurer du plaisir à son agresseur. Les lésions du vagin sont, à mes yeux, le résultat d'un châtiment corporel. Le médecin que nous avons consulté a dit que l'incontinence nocturne provoquait souvent la colère des parents. Selon moi, une dispute a éclaté dans la salle de bain de la fillette. John Benet a été projeté contre une surface dure, comme le rebord d'une baignoire, ce qui a entraîné une plaie mortelle à la tête. Elle a perdu connaissance, mais son cœur battait toujours. Patsy n'aurait pas pu savoir que John Benet était encore en vie, car elle semblait déjà morte. Il y a eu un moment charnière, durant lequel elle a dû choisir entre appeler à l'aide et trouver une autre explication au décès de sa fille. Selon Steve Thomas, Patsy aurait alors choisi de maquiller son crime. Avec l'aide de son mari, elle aurait transporté le corps de la petite au sous-sol. Là, elle lui aurait ligoté les mains et recouvert la bouche de ruban adhésif avant de confectionner un garrot pour faire croire à l'œuvre d'un dangereux prédateur. Steve Thomas m'a dit quelque chose d'incroyablement choquant. Il m'a dit « Si le procureur me laisse la mettre derrière les barreaux pour une raison quelconque, je sais que ça la brisera et qu'elle avouera tout. » Ce n'est pas comme ça que travaille un bon enquêteur. Un bon enquêteur recueille des preuves qui le mènent à la conclusion. On ne commence pas par la fin. La police de Boulder était persuadée que le meurtre n'avait pas été commis par un intrus. Et certains au bureau du procureur étaient persuadés du contraire. Il y a une guerre des polices qui se met en place entre les forces de l'ordre local de Boulder et le bureau du procureur. Et donc, chacun ayant sa propre théorie sur cette histoire, tout ça va nuire considérablement au début des investigations. Donc, il n'y a aucune arrestation et aucune piste à se mettre sous la dent pour les enquêteurs. Les mois passent et le mystère autour du meurtre de John Benet reste entier. Mais on relance toute l'affaire. Le 6 août 1998, Steve Thomas, qui est toujours à la tête des recherches pour la police de Boulder, annonce à la presse sa démission. Et il ne mâche pas ses mots pour en expliquer la raison. Il est convaincu de la culpabilité de la maman de John Benet et de la complicité de son mari dans le meurtre de leur fille. Mais sa rivalité avec les services du procureur aurait bloqué toute l'enquête. Publiquement, le bureau du procureur faisait des déclarations du genre « Cela nécessitera un examen approfondi, nous devrons nous réunir à ce sujet » et je me suis dit « L'enquête n'avance pas, ma lettre fera peut-être bouger les choses ». Il y a une deuxième raison à sa démission, c'est de se dire je provoque un électrochoc. Si je démissionne, cette affaire va repartir, on va confier cette affaire à de nouvelles équipes et je veux absolument que cette affaire soit résolue, quitte à passer par mon sacrifice. Je démissionne, mais l'affaire est relancée. Les déclarations de Steve Thomas font l'effet d'une bombe. Suite à cette annonce, le procureur général, Alex Hunter, change alors radicalement de stratégie. Il accepte à nouveau d'examiner toutes les preuves et l'enquête repart à zéro. Nous avons décidé de convoquer un grand jury afin de profiter des pouvoirs qui lui sont conférés et qui autrement ne seraient pas accessibles au bureau du procureur. Le procureur du district convoque un grand jury, qui est un grand jury comme nos jurés d'assises, un petit peu en France, où des gens, des citoyens lambda seront chargés de donner leur avis sur cette affaire. Et pendant un an, les jurés vont entendre de nombreux témoignages. Voisins, amis, tous les proches de la famille Ramsey se succèdent à la barre. Puis vient le tour du médecin légiste. Et là, le jury découvre un élément qui retient particulièrement son attention. John Benet a ingéré de l'ananas juste avant de mourir. Mais pour les jurés, il y a un problème. Car depuis le début, les parents sont formels. Au retour de ce Noël chez leurs amis, ils ont mis leur fille endormie directement au lit. Ce qui suppose que John Benet s'est levé à un moment donné, au beau milieu de la nuit.
ou que quelqu'un l'a emmené quelque part dans la maison pour lui donner de l'ananas. Quand les enquêteurs découvrent ça dans le rapport d'autopsie, ils se replongent dans les photos de la scène du crime en quête de morceaux d'ananas. Ils remarquent un bol sur la table de la salle à manger qu'ils croyaient jusqu'alors rempli de céréales. Ils ignoraient que John Benet aimait manger ses fruits avec du lait. On sait qu'elle n'a pas mangé d'ananas dans la journée ou en début de soirée. Ça ne colle pas avec le fait qu'elle était endormie quand la famille Ramsey est rentrée chez elle ce soir-là. La présence d'aliments non digérés dans le tube digestif ne correspond pas aux déclarations des parents. Ils ont nié le fait qu'elle ait mangé de l'ananas. Du moins, ils ont nié lui en avoir donné. Si vous croyez à la théorie de l'intrus, ça veut dire quoi? Qu'il s'est introduit chez eux et a mangé de l'ananas avec sa victime? Vous trouvez que ça a du sens? Moi, non. Est-ce qu'il est envisageable alors que John Benet se soit relevé toute seule dans la nuit et se soit préparé à 6 ans un bol de lait avec de l'ananas et des céréales? C'est quelque chose que les enquêteurs ne s'expliquent pas. Donc les enquêteurs se demandent, est-ce que les parents ne leur cacheraient pas quelque chose autour de ce détail que constitue l'ananas? Pour les jurés, c'est la principale zone d'ombre du dossier. 2 hypothèses sont possibles. S'il s'agit d'un intrus, l'assassin aurait pris le risque d'aller dans la cuisine, servir un bol d'ananas à John Benet avant de la tuer. Et pendant tout ce temps, personne n'aurait rien vu, rien entendu. En revanche, si ce sont les parents qui ont donné à manger à leur fille, alors ils ont menti pour cacher un drame familial survenu à ce moment-là. Pour la Cour, difficile de trancher. L'enquête dure 1 an. En 1999, le grand jury parvient enfin à une conclusion dans l'affaire John Benet. Et l'Amérique tout entière attend ce verdict. Le grand jury de Boulder a rempli sa mission et ne se réunira plus. Aucune poursuite n'a été engagée. Mon équipe et moi-même estimons ne pas avoir suffisamment de preuves à ce jour pour justifier que des poursuites soient engagées contre les suspects dans cette affaire. Il n'y a pas assez d'éléments pour incriminer la mère, Patsy, ou les parents. Il n'y a pas non plus assez d'éléments pour accréditer de manière formelle la thèse du prédateur sexuel. Donc on en revient un petit peu au point de départ lorsque ce grand jury rend son avis sur l'affaire John Benet. À ce jour, l'enquête n'est toujours pas élucidée. 24 ans après le meurtre de John Benet, les 2 théories sur sa mort sont toujours d'actualité. Un meurtre de rôdeur ou alors un accident domestique maquillé en meurtre. Mais la piste familiale a marqué tous les esprits. Le grand frère, Burke, qui a maintenant 30 ans, a lui aussi été un temps soupçonné. En 2006, 10 ans après la disparition de sa fille, Patsy est décédée. Principale suspecte dans cette affaire, elle a emmené avec elle son éventuel secret dans la tombe. John Ramsey a déménagé et refait sa vie. Aujourd'hui, l'Amérique garde le souvenir de John Benet, une fillette de 6 ans à l'avenir prometteur, qui le jour de Noël a vu son destin se briser. On a encore à l'esprit les vidéos des concours de beauté. 20 ans plus tard, c'est comme ça qu'on se souvient d'elle. Une petite fille maquillée et habillée comme une adulte, qui se pavane et se déhanche sur scène. Moi, je pense que l'affaire John Benet, elle est tellement révélatrice d'une époque aux États-Unis, d'une hypersexualisation des enfants, que, en fait, à chaque fois que l'Amérique se retourne sur cette histoire, elle voit son propre miroir. Et il est assez affreux, en fait. Toute l'Amérique a pleuré John Benet et c'est devenu la petite fille de l'Amérique. Cette histoire a fait la une des journaux américains pendant des années. Plus de 20 ans après, l'affaire John Benet Ramsey reste un des grands mystères de l'histoire criminelle des États-Unis.
Fin de l'année 1987 à Long Island, aux États-Unis. La période des fêtes bat son plein. En ce soir de Noël, une jeune mariée attend le réveillon avec impatience. Une soirée qu'elle imagine romantique et parfaitement réussie, mais qui au final va s'avérer fatale. Retour sur un meurtre terrible qui marquera longtemps les habitants de cette ville tranquille. Tout commence dans la baie de New York, à 75 km de Manhattan. Ici, à Long Island, la vie est plutôt calme. C'est un endroit assez paisible au premier abord. C'est plutôt des classes moyennes qui sont installées là. C'est plutôt pavillonnaire, comme on peut le connaître chez nous. Il faut imaginer le Long Island comme cette belle endormie à quelques kilomètres de Big Apple. Dans cette banlieue tranquille, les jeunes occupent leur temps libre entre rendez-vous au restaurant, balles de promo et courses de voitures. C'est là que grandit Lisa Weaver, une ravissante adolescente. Les gens étaient attirés par elle. Elle était pom-pom girl. Ces filles sont toujours populaires au lycée. Elle avait de grands et beaux yeux bruns. Dans son lycée, elle faisait l'unanimité, très populaire comme jeune fille. Donc elle a un petit peu les garçons à ses pieds et elle a un certain succès. Mais d'un autre côté, elle n'en joue pas. Elle a beau être la première au bal de la promo, là, comme ils font chaque année, les garçons, ça ne l'intéresse pas. Été 1983. Lisa a 18 ans. L'année scolaire est enfin terminée et elle compte bien profiter de son temps libre. Elle passe des vacances très calmes, un peu comme tous les Américains. Elle va tantôt au centre commercial, tantôt elle va avec ses amis. Et puis un jour, elle s'arrête à la station-service et elle tombe sur un garçon qui lui fait beaucoup d'effet, Matthew, qui est un grand garçon de 23 ans, qui est mécanicien dans la station-service. Et entre les deux, eh bien, c'est le coup de foudre immédiat. C'était un beau jeune homme dans les 1m80. Il était musclé. Dès que Matthew aperçoit Lisa, c'est le coup de foudre. Il l'a appelée. Il a couru, s'est présenté et ils ont discuté. Lisa tombe aussitôt sous le charme de ce jeune homme athlétique. C'est la première fois qu'elle est amoureuse. Rapidement, elle présente Matthew à sa famille, qui l'adopte aussitôt. La première fois que j'ai rencontré Matthew Solomon, il m'a plu. C'était un vrai bout en train. Il couvrait Lisa de cadeaux et faisait tout pour elle. Je me souviens qu'il était poli et drôle. Il avait beaucoup de charisme. C'était un homme très bien. Très vite, Matthew sait aussi se rendre indispensable auprès de la famille de Lisa. C'est d'autant plus important que le père de Lisa est atteint d'une maladie grave. Il a un cancer, il va être hospitalisé à plusieurs reprises. Et donc, il va devenir, Matthew, en quelque sorte, l'homme de la famille, celui qui va aider la maman de Lisa et Lisa pour toutes les tâches du quotidien que le papa ne peut plus assumer. On l'appelait pour lui dire « Matthew, il y a un gros insecte dans la maison. Tu peux venir ?» Il déneigeait notre allée, il tondait notre pelouse. Il a commencé à m'appeler maman. Décembre 1985. Lisa et Matthew se fréquentent depuis maintenant 2 ans. Leur coup de foudre du départ a laissé place à une relation profonde et solide. Alors Matthew se lance. La veille du réveillon, porté par la féerie de Noël, il demande Lisa en mariage. Il lui a fait sa demande. Il lui a offert une bague magnifique. Je me souviens qu'il l'avait payé 5000 $. À l'époque, c'était beaucoup. Lisa a un côté très fleur bleue. Matthew est son premier amour, son seul amour. Elle est évidemment très éperdue quand Matthew lui offre cette bague. Elle est très sensible à ce geste, à cette demande. Et bien sûr, elle accepte. Pour elle, c'est le début de sa vie d'adulte. Elle a trouvé un travail dans une banque.
Elle va fonder un foyer avec l'homme qu'elle aime, tout lui sourit. Et l'avenir promet d'être radieux. Pourtant, derrière les apparences, la réalité est plus compliquée. Les jeunes tourtereaux se disputent de plus en plus. Il s'avère que Lisa ne maîtrise pas ses nerfs, qu'elle est un peu colérique, que lui est d'une jalousie assez maladive. La plupart des disputes tournent autour du fait que Lisa, eh bien, elle attire le regard des garçons, que Matthew le supporte très difficilement et que Lisa supporte très difficilement, elle, la jalousie de son petit ami. Ils se séparaient, ils se remettaient ensemble et ils se reséparaient. Ils se sont séparés au moins 60 fois. Mais à chaque rupture, ils réalisent qu'ils ne peuvent se passer l'un de l'autre. Alors, malgré leurs relations orageuses, ils décident de se marier le 25 octobre 1987. Puis, ils emménagent ensemble à Huntington Station, un quartier de Long Island. 24 décembre 1987. Le réveillon approche. La ville de Long Island brille de 1000 feux. C'est un moment très important pour Lisa et Matthew. C'est leur premier Noël de couple marié. Ils ont donc décidé de le passer en tête-à-tête et de fêter ça en grand. Elle m'a appelé plusieurs fois pour me dire qu'elle allait manger du homard le soir au dîner. Elle avait hâte, vraiment hâte. Ce jour-là, ils fêtent à la fois Noël et leurs 2 mois de mariage, donc il y a une consonance un peu particulière, et ce réveillon en amoureux s'annonce tout à fait délicieux. « 25 décembre, il est 6 heures du matin. Le téléphone sonne chez la mère de Lisa. Elle décroche un peu endormie, mais elle est très vite réveillée. À l'autre bout du fil, son gendre est complètement affolé. Il m'a dit « Maman, Lisa a disparu. Elle est partie la nuit dernière. » Je venais de me réveiller et je ne percutais pas encore. Puis j'ai dit « Comment ça, elle est partie ?» Il a répondu « Elle m'a dit qu'elle devait prendre l'air et qu'elle voulait être seule. » Mais elle n'est pas rentrée et ce n'est pas normal. Après avoir attendu pendant des heures, Matthew appelle la police. Le lieutenant Robert Misegades, qui est de garde cette nuit-là, se rend tout de suite à Huntington Station pour interroger Matthew. Il a affirmé que leur repas de Noël s'était très bien passé. Ce réveillon est très important pour eux. Ils ont préparé cette fête pour qu'elle soit parfaite. Matthew raconte qu'ils boivent du champagne, puis sans doute un peu ivre, qu'il s'est endormi. C'est alors que Lisa le réveille, très en colère. Il a dit que Lisa s'était énervée contre lui parce qu'il s'était endormi. Elle lui a reproché de s'endormir le soir de Noël. Ils se sont disputés. D'après Matthew, le ton est monté progressivement au point que Lisa s'énerve vraiment contre lui. Elle lui aurait même dit qu'elle le détestait. Hors d'elle, Lisa sort faire un tour dehors pour se calmer. Il explique aux policiers qu'elle a un peu l'habitude de faire ça, à la moindre engueulade, comme on dit, elle claque la porte et elle revient quelques temps plus tard. Il dit qu'à ce moment-là, il s'est couché et qu'il ne s'est réveillé que 3 heures après. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à s'inquiéter. D'autant qu'en faisant le tour de la maison, Matthew réalise que Lisa est partie sans son manteau, sans ses clés de voiture, ni son inhalateur, alors qu'elle est asthmatique. Et dehors, la météo est exécrable. C'était un hiver glacial. Il y avait énormément de neige dehors et il devait faire dans les moins 20 degrés. Dans la famille de Lisa, l'angoisse commence à monter. Mais à leur grande surprise, le lieutenant Misegades décide de ne rien faire. 90% des disparitions d'adultes se terminent généralement par un retour à domicile. Donc la première chose que la police demande à la famille, c'est de ne pas s'inquiéter. Mais c'est impossible.
Pour Matthew, il y a urgence. Lisa est dehors par un froid sibérien et sans son traitement contre l'asthme. Et si elle avait été victime d'un accident? À moins que quelqu'un ne l'ait enlevée et ne la séquestre quelque part. Dans tous les cas, sans son inhalateur, elle est en danger. Bien que très inquiet, Matthew prend les choses en main. Il décide de mobiliser un maximum de personnes et de lancer immédiatement des recherches, aidé notamment par Stephen, le cousin de Lisa, très affecté par sa disparition. Le matin de Noël, on est allé à leur appartement. Il y avait du monde sur place. On montait des équipes de recherche. Et les volontaires sont nombreux. Dans la petite communauté de Long Island, tout le monde est bouleversé par l'histoire de cette jeune mariée qui disparaît dans la nuit glaciale en plein réveillon de Noël. Les Blue Knights, un club de motards, nous ont aidés. Des militaires en permission pour Noël ont aussi participé aux recherches. Il y avait toutes sortes de profils. Ils nous ont tous aidés à chercher Lisa. Matthew transforme son appartement en véritable QG de campagne. Il organise les battues. Il forme les équipes. On avait réuni plusieurs tables. On avait posé des cartes de la ville dessus. Et Matthew disait, toi tu cherches là, toi tu cherches ici. Matthew passe ses journées et ses nuits à rechercher sa femme. Il est véritablement impliqué. Il remue ciel et terre pour retrouver Lisa. Il est le premier sur le pont. Il est le premier inquiet, il est le premier à pleurer. La presse s'empare de l'affaire et attire de nombreux journalistes. Une jeune mariée qui disparaît dans la nuit en plein réveillon de Noël, la nouvelle fait sensation. Les recherches ont débuté le jour de Noël, un jour traditionnellement consacré à la fête. D'habitude, on ne couvre pas ce genre d'histoire parce qu'il y a des chances que la personne soit partie de son plein gré. Mais là, c'était différent. Lisa était jeune et venait de se marier. Elle était partie prendre l'air et n'était jamais revenue. Il y avait quelque chose de sinistre. La presse s'engouffre un peu dans cette histoire parce qu'il y a quand même des choses bizarres. Cette fille qui serait sortie en pleine nuit, un soir de Noël, en petite tenue, genre en robe du soir et qu'on ne retrouve pas. Donc il y a une certaine pression médiatique qui s'installe autour de cette histoire. Malgré la forte mobilisation, les jours passent et Lisa ne donne toujours pas signe de vie. La police de Long Island décide d'ouvrir une enquête pour disparition inquiétante. Il commence par interroger les proches de la jeune femme. Et très vite, des incohérences apparaissent dans la version de Matthew. L'une de ses amies a affirmé qu'il était impossible que Lisa soit partie prendre l'air seule de nuit parce qu'elle avait peur du noir. Puis il faut savoir en plus qu'ils habitent un quartier qui n'est pas facile. Il y a beaucoup de points de deal dans le coin. Donc disons que les rues ne sont pas sûres. Et ça, Lisa, en plus, ayant peur du noir, ne serait certainement pas partie de nuit un 24 décembre toute seule, quoi. Matthew aurait-il menti? Aurait-il quelque chose à voir avec la disparition de Lisa? L'enquête de voisinage vient confirmer ces doutes. Les voisins du dessous nous ont dit qu'ils avaient entendu une dispute. La pièce dans laquelle Lisa et Matthew regardaient la télévision se situait juste au-dessus de leur chambre. On peut se demander s'il n'y a pas eu une dispute de trop ce soir de Noël et s'il n'y aurait pas eu quelque chose qui est dérapé au sein de ce couple ce soir-là. Mais pour les enquêteurs, cette hypothèse est peu probable, car tout dans l'attitude de Matthew prouve le contraire. Il a l'air très sincèrement éploré par la disparition de son épouse. Il participe, comme tous les gens du coin, aux recherches de manière vraiment très assidue. En tout cas, il n'a pas du tout le profil du type qui aurait quelque chose à se reprocher. Je savais que ce n'était pas lui. À chaque fois qu'il venait à la maison, il me prenait dans ses bras et me disait « Je vous promets qu'elle reviendra. Je la retrouverai. Je la retrouverai pour vous. » Pour tenter de retrouver sa femme, Matthew se sert aussi des médias. Il est persuadé que Lisa est séquestrée quelque part. Désespéré, il décide de s'adresser au ravisseur de sa femme. Ne lui faites pas de mal, ne faites rien d'irréfléchi. Gardez-la au chaud et veillez à ce qu'elle ait à manger. On ne fera rien aux coupables, mais ramenez-la à la maison. Mais la jeune femme reste introuvable et les enquêteurs n'ont aucune piste.
il décide de réinterroger les proches de Lisa. Est-ce qu'un incident ou quelque chose d'inhabituel se serait passé peu de temps avant qu'elle disparaisse? Parmi les témoignages, un nom revient à plusieurs reprises. Un certain Rob, un client de Lisa à qui elle avait accordé un prêt pour l'achat d'une Corvette. Et manifestement, ce Rob avait avec elle un comportement très dérangeant. Lisa dit à ses proches que Rob la poursuivait un peu de ses assiduités et ne comprenait pas vraiment lorsqu'elle lui disait « Je viens de me marier, ce n'est pas la peine d'insister ». Il l'appelait et lui proposait de sortir. Il lui disait des choses comme « Écoute, on peut juste aller prendre un verre ou alors on pourrait aller déjeuner ensemble si tu veux. » On sent que c'était quelqu'un qui était un petit peu obsédé par cette jeune femme. Et conduit par Lisa, Rob aurait-il pu lui faire du mal? La tâche s'annonce difficile pour les enquêteurs, car Lisa n'a jamais évoqué le nom de famille de ce client. Alors comment le retrouver? De son côté, la presse, qui se passionne toujours autant pour cette affaire, tente de prêter main forte à la police. Elle aurait été victime de harcèlement téléphonique de la part d'un homme connu sous le nom de Rob. Alors pour tenter de retrouver ce mystérieux Rob, les policiers n'ont plus qu'une solution: éplucher tous les dossiers de Lisa. On est quand même en 87, l'informatisation est à ses tout débuts. Donc, si on veut trouver un Robert dans les dossiers de Lisa, il va falloir le faire, mais à la main. Et il y en a des milliers dans l'agence. On ne sait pas où c'est rangé. Pour trouver ce fameux Robert, ça va prendre un temps de dingue. Pendant ce temps, la famille de Lisa ne se résigne pas. Alors que la police enquête, elle poursuit coûte que coûte ses recherches. Ils sont allés dans de mauvais endroits, de très, très mauvais endroits. Huntington Station, à l'époque, c'est un endroit où il y a encore beaucoup de terrains vagues, où vivent des gens qui prennent du crack. Et donc, on peut imaginer aussi qu'une jolie blonde énervée contre son mec, passant le long d'une palissade un peu éloignée et que 3 types derrière, on peut être sur un viol suivi de meurtre. Les volontaires avaient prévu de fouiller tous les parcs du voisinage. Et c'est ce qu'ils ont fait, accompagnés de l'oncle, des cousins et des amis de Lisa. Parmi les plus motivés, il y a Stephen, le cousin de Lisa. Il participe à toutes les battues depuis le début du drame. 6 jours après la disparition de Lisa, le 30 décembre 1987, il décide de pousser ses recherches jusqu'à l'autoroute Pulaski, un endroit sinistre. Mais il est loin de se douter de l'horreur qui l'attend. L'ambiance, c'est échangeur d'autoroute à côté d'une zone vaguement commerciale mais à moitié désertée. Donc c'est vraiment pas le genre d'endroit où on a envie d'aller normalement. Et pourtant, ils vont pousser les recherches jusque-là. Autour de moi, il y avait plein de sacs poubelles. Une cinquantaine. Remplis de feuilles d'arbres. Je me suis dit, waouh, c'est quoi ces sacs? Je tapais dedans et c'était léger. À un moment, j'ai tapé dans un sac. Il était dur. Je me suis approché. J'ai ouvert le sac et là, j'ai vu un bras humain congelé et une jambe. J'ai continué à ouvrir les sacs. Jusqu'à être sûr qu'il s'agissait bien de ma cousine Lisa. J'avais trouvé son corps.
Le monde s'est arrêté de tourner. Lisa est morte et son corps est gelé. Elle est probablement là depuis des jours. On est clairement dans une affaire criminelle des plus sordides parce que le corps d'une jeune femme qui est abandonnée au milieu des poubelles dans un terrain vague, d'un seul coup, on se retrouve dans une affaire absolument terrifiante. Sous le choc, Stéphane appelle la police qui, à son tour, ne peut que constater sa terrible découverte. Elle était nue et dans une position fétale. C'est la position qu'on lui avait donnée pour qu'elle rentre dans le sac. L'endroit où le corps de Lisa a été retrouvé n'est situé qu'à 800 mètres de son appartement. Matthew, son mari, est immédiatement averti. Il est arrivé en trombe. Il est sorti de sa voiture et il a couru vers Lisa. Alors moi, j'ai aussi couru de là où j'étais jusqu'à Matthew au milieu du terrain. J'ai dû le retenir tellement fort pour éviter qu'il n'arrive jusqu'au corps de Lisa que j'ai arraché son t-shirt. Il ne voulait pas qu'il voie sa femme morte, encore moins dans cet état. On est obligé de le passer sous sédatif parce que ce jeune homme qui cherche désespérément sa femme depuis plusieurs jours apprend d'un seul coup qu'elle a été tuée. Le ciel s'effondre sur lui, quoi, carrément. La triste nouvelle se répand très vite dans Long Island. C'était le scénario que tout le monde redoutait. Le corps dénudé de Lisa Solomon a été découvert dans un sac poubelle par son cousin et un policier près de l'autoroute Pulaski à Huntington. L'enquête bascule. Une information judiciaire est ouverte pour meurtre. Un meurtre particulièrement violent, comme le confirme très vite l'autopsie. Lisa est morte étranglée. La mort par strangulation, c'est une mort très violente parce qu'il faut plusieurs minutes pour tuer un être humain par strangulation. Il faut donc imaginer quelqu'un qui développait une certaine rage, une certaine haine. Tous les soupçons se portent de nouveau sur ce mystérieux Rob qui harcelait Lisa au téléphone. Peut-être l'espionnait-il aussi chez elle, attendant une occasion de pouvoir l'aborder, comme ce 24 décembre où elle est sortie seule dans la nuit. L'hypothèse à ce moment-là étant qu'elle ait pu se refuser à son éventuel harceleur, ce fameux Rob, il s'énerve et donc il l'étrangle avant de cacher le corps. Donc retrouver Rob reste de la plus grande urgence à ce moment-là. Nous nous attelons à découvrir l'identité de Rob. C'est notre priorité absolue à l'heure actuelle. Tous les efforts des enquêteurs se concentrent désormais sur les dossiers de Lisa. Et leur ténacité finit par payer. Un relevé bancaire est enfin déniché avec le nom de famille de Rob. L'homme est enfin identifié. Le suspect a 23 ans. Il travaille chez un concessionnaire automobile. Dès son identité connue, il est interpellé pour être interrogé. Nous devions discuter avec Rob. Et il fallait qu'on voit quel type d'homme il était et qu'il nous parle de ses conversations avec Lisa Solomon. Mais l'interrogatoire tourne court. Ce 24 décembre, à l'heure où Lisa a été tuée, Rob réveillonnait en famille. Un alibi rapidement confirmé. Rob est donc mis hors de cause. Mais alors, qui pouvait en vouloir à ce point à Lisa pour l'avoir étranglée et jetée dans un sac ? Un mari qui paraît au-dessus de tout soupçon, un client finalement innocenté, une victime a priori sans histoire. L'enquête qui s'est focalisée jusqu'ici sur la vie de Lisa n'a rien donné. Alors, les policiers décident de changer de stratégie. Ils reprennent les scellés des objets prélevés sur la scène de crime et ils les examinent un à un. Et sur les sacs poubelles qui renfermaient le corps de Lisa, ils trouvent enfin un élément qui fait tout basculer. Autour des sacs poubelles et même sur les sacs, on a retrouvé des fibres. À l'œil nu, on aurait dit que cela provenait d'une moquette. Les enquêteurs ont enfin un indice matériel.
Les fibres sont envoyées à Washington dans un labo du FBI pour analyse. En attendant le résultat, le lieutenant Misegades décide de réexaminer le dossier et de relire tous les procès-verbaux d'audition. Et là, un détail qu'il n'avait pas remarqué jusqu'ici lui saute aux yeux. Quelque chose m'a fait tiquer en relisant l'une des déclarations de Matthew Solomon. Il avait dit de sa femme « Elle était ma meilleure amie ». Alors qu'on n'a toujours pas découvert le corps, il parle déjà d'elle au passé. Ça ne manque pas d'interpeller les enquêteurs. Donc pourquoi Matthew parlait d'elle au passé alors qu'elle n'était pas supposée être morte? C'est la grande question des enquêteurs. Et si finalement Matthew n'était pas étranger à la mort de sa femme? Et si tout ce qu'il avait fait pour retrouver Lisa n'était qu'un leurre pour dissimuler son meurtre? En un instant, Matthew redevient le suspect principal. Pour tenter de le confondre, les enquêteurs ont maintenant un atout de poids. Les fibres prélevées sur le sac poubelle. S'ils retrouvent les mêmes chez lui, ils tiennent a priori leur meurtrier. 5 janvier 1988. Les enquêteurs se rendent à Huntington Station pour perquisitionner l'appartement de Matthew. En vain, aucune trace de fibre. Alors, ils fouillent également sa voiture. Et là, ils constatent qu'ils ont vu juste. La police a retrouvé un bout de moquette dans le coffre de sa voiture. Il avait été découpé et des fibres pendaient. Ce bout de moquette est de la même couleur rouge que les fibres retrouvées près de Lisa. Il est tout de suite envoyé au labo pour analyse. La police scientifique a récupéré un échantillon du morceau de moquette retrouvé dans le coffre de Matthew. Ils l'ont ensuite envoyé à leur labo. Il s'est avéré que les fibres retrouvées sur les sacs étaient les mêmes que celles de ce bout de moquette rouge. Tout désormais accuse le mari. Les enquêteurs sont convaincus qu'il est le meurtrier de sa femme. Selon eux, il aurait transporté son corps dans sa voiture jusqu'au terrain vague, où il l'aurait ensuite abandonné. Matthew Solomon est arrêté le 11 janvier 1988. C'est la consternation. L'entourage, la famille ne comprend absolument pas, est abasourdi. On veut savoir qui est le monstre, qui est cet homme, ce mari éploré qui, pendant des semaines, a joué le jeu, a menti à la terre entière en expliquant que sa femme avait disparu alors que lui était sans doute derrière sa mort. Matthew est placé en garde à vue. Pressé de questions, il craque et il raconte cette soirée tragique. Face aux enquêteurs, il explique qu'il s'est bien disputé avec Lisa au cours du réveillon. Mais en réalité, elle n'est jamais partie prendre l'air pour se calmer. Au contraire, la situation a complètement dégénéré. Je voulais qu'elle arrête. Je l'ai supplié d'arrêter. D'arrêter quoi? De se battre, de hurler et de crier. Matthew refuse soudain de poursuivre et il fait une demande inhabituelle. Il souhaiterait appeler son père. Surpris, les enquêteurs finissent par accepter. Peut-être sera-t-il plus bavard au téléphone. J'ai dit au lieutenant Ryan d'informer le père de Matthew que leur conversation téléphonique serait enregistrée. Son fils et lui ont tous les deux accepté cette condition. Papa? Matthew? Ouais. Parle-moi. Désolé, papa. Ça va aller. Non, ça va pas aller. Il s'est passé quoi? C'est un accident. Raconte-moi. Elle me poussait, elle me frappait. Elle m'a mordu le bras et j'avais une marque. D'accord. Je l'ai serrée, je lui ai dit que je l'aimais et que tout irait bien. Continue. Et elle est morte. La tactique des enquêteurs a payé. Ils ont obtenu les aveux complets de Matthew. Le jeune homme est inculpé pour meurtre et placé en détention. Lorsque Stephen, le cousin de Lisa, apprend la nouvelle, il n'est pas surpris. En fait, il soupçonnait Matthew depuis la nuit où le corps de la jeune femme a été découvert sur le terrain vague. Sur place, le comportement de Matthew lui avait paru tout de suite suspect. J'ai dit, Matthew, viens par là. Mais Matthew a commencé à traverser la route vers l'endroit où se trouvait le corps. Personne ne lui avait dit que Lisa était là.
On était de l'autre côté. Comment il savait où aller? Il a couru comme un fou jusqu'au corps de Lisa parce qu'il voulait pouvoir toucher les sacs poubelles. J'ai fait ce qu'il fallait pour l'arrêter. Il voulait compromettre ses preuves. Alors je ne l'ai pas laissé s'approcher. Le procès de Matthew s'ouvre le 18 novembre 1988. Au palais de justice de Long Island, l'atmosphère est électrique. Les proches de Lisa espèrent une peine exemplaire. Mais les avocats de la défense adoptent une stratégie très offensive. La défense a pris le parti d'accuser la victime. La victime a fait ci, la victime a fait ça, voilà pourquoi j'ai fait ça. Matthew a accusé Lisa d'avoir perdu son sang-froid et d'avoir été violente avec lui. Il s'est fait passer pour la victime de la femme vicieuse avec laquelle il s'était marié. C'est insupportable pour la famille, pour Diane, la maman de Lisa, qui non seulement a perdu sa fille, mais qui entend lors du procès, eh bien c'est sa fille qui serait la responsable de tout ça parce qu'elle aurait été agressive, qu'elle aurait été colérique. Et c'est un double choc. Après 12 heures de délibération, les jurés rendent enfin leur verdict. Ils l'ont reconnu coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, ce qui signifie que le jury a estimé que ce meurtre n'était pas intentionnel. Matthew Solomon est condamné à la perpétuité, dont 18 ans incompressibles. À l'énoncé de la peine, c'est le chaos dans la salle. La mère de la défunte s'est évanouie. Une ambulance est arrivée et on a dû la transporter sur une civière pour l'emmener à l'hôpital. Pour la famille de Lisa, le compte n'y est pas. Quel genre d'homme qui se marie en octobre et plus tard, le soir de Noël, étrangle sa femme. Et il a pris la tête de recherche qui ne menait évidemment à rien. Jusqu'à ce qu'un jour, un membre de sa propre famille la retrouve, morte. Libéré en avril 2019, Matthew aura finalement passé plus de 30 ans en prison. Une peine encore trop clémente pour la mère de Lisa, toujours brisée par la mort de sa fille. Aujourd'hui, jusqu'à la fin de ma vie, j'aimerai Lisa. C'est ma Lisa. Et un jour, nous nous retrouverons et nous serons ensemble pour l'éternité. Direction le nord des États-Unis pour une affaire qui a secoué toute une région. Décembre 2012, c'est le soir de Noël et tout le monde est à la fête. Mais pour cette jeune femme, le réveillon va finir dans un bain de sang. 2 enquêtrices de choc vont tout faire pour découvrir la vérité. Une vérité aussi cruelle qu'inattendue. L'histoire commence au nord de la Californie, en Oregon, un vaste territoire aux espaces sauvages bordés par l'océan Pacifique. C'est vraiment une des plus belles régions des États-Unis. Il y a beaucoup de forêts. En fait, on est très vite dans la nature. Un véritable paradis pour les amoureux de beaux paysages. C'est là qu'habite Jamie Larson, et ce n'est pas un hasard. Jamie Larson est une jeune femme de 33 ans dont la grande passion est la photographie. C'est une jeune femme épanouie, heureuse, passionnée. Jamie pourrait passer tout son temps à faire des photos, mais elle doit gagner sa vie. Alors elle travaille dans une société d'assistance informatique. Et la jeune femme est très investie. Elle savait utiliser tous les logiciels sur tous les ordinateurs. Je vous mets en relation avec notre technicien. Maintenant. Son principal objectif était de décrocher un poste à haut niveau dans une grosse entreprise. Jamie vit avec Ted depuis 5 ans. Après des débuts idylliques, rien ne va plus entre eux. Les disputes sont fréquentes et Jamie est inquiète. Elle commençait à réaliser que leur histoire était mal partie pour durer.
brille de mille feux dans les rues de Portland et chacun se réjouit du réveillon qui s'annonce. Mais pour Jamie et Ted, la tension ce soir-là est à son comble. Au fait, je passe Noël chez mes parents. Et tu me proposes pas de venir? Tu aurais dit non. Après une énième discussion, Ted décide de réveillonner sans elle. Jamie se retrouve seule, complètement dépitée. Ce n'est pas comme cela qu'elle imaginait passer cette soirée de Noël. Elle se rend alors au Waterfall, un bar où elle a ses habitudes. Dehors, les illuminations de Noël donnent à la ville un côté féerique et Jamie se sent déjà moins triste. Jamie, elle a plein de copains dans le quartier, elle a plein de copains dans ce bar, elle est très sociable. Donc c'est tout à fait naturellement qu'elle décide d'aller passer cette soirée particulière de Noël, du réveillon, dans cet établissement. À l'intérieur, le pub a été décoré pour l'occasion. Sapins, guirlandes, tout y est pour se mettre dans l'ambiance. Comme elle l'espérait, Jamie retrouve des amis qui, eux aussi, ont décidé de passer le réveillon au Waterfall. Finalement, c'est une belle soirée qui s'annonce. « 25 décembre, au matin. Il est 10 heures quand Ted, qui a passé le réveillon chez ses parents, rentre à leur appartement. Et là, il découvre une scène d'horreur. Immédiatement, il appelle la police. Service des urgences. Je voudrais signaler un meurtre. Ma petite amie est dans la baignoire, il y a plein de sang. Venez vite. Elle n'a pas l'air bien? Non, elle n'est pas bien. D'accord. Pas bien du tout. Michelle Michael et Molly Dole, deux enquêtrices, vont arriver instantanément sur les lieux et vont voir une scène de crime d'une grande violence. Molly Dole et Michelle Michaels sont deux enquêtrices expérimentées de la brigade criminelle de Portland. Mais quand elles découvrent Jamie dans la baignoire, elles sont saisies par la violence du crime. À l'évidence, la jeune femme a été torturée. Elle est déshabillée, à moitié submergée. Elle a des coupures. Elle est attachée. En dehors du fait qu'elle était attachée, on voyait un couteau qui dépassait entre ses jambes. Je n'avais jamais vu ça et j'espère ne jamais le revoir. C'était vraiment abominable. Elle a une chaussette enfoncée dans la bouche. Les liens sur ses bras et ses jambes étaient très méthodiques. Le tueur semble s'être acharné sur Jamie dans un déchaînement de violence, mais aussi avec beaucoup de maîtrise. Les enquêtrices sont perplexes. Elles commencent à fouiller l'appartement et tout de suite, un élément les interpelle. Il n'y avait pas eu effraction, ce qui signifie qu'elle connaissait le tueur ou qu'elle l'avait laissé entrer. Un cambriolage était exclu, même si son téléphone et son portefeuille avaient disparu. Il n'y a pas, a priori, de traces de lutte. Si bien que la première hypothèse est de dire qu'elle connaissait son assassin et qu'il pouvait s'agir d'un proche. Les deux femmes procèdent ensuite à une enquête de voisinage. Et rapidement, un suspect semble émerger des témoignages. On a fait du porte-à-porte pour demander aux voisins s'ils avaient vu ou entendu quelque chose. Et on nous a rapporté des altercations entre Ted et Jamie. Me touche pas! Les voisins disent que c'était explosif entre elle et son copain. Les premiers doutes se posent sur les épaules du petit copain de Ted, c'est lui qui a découvert le corps. Et on se demande si il n'aurait pas, au terme d'une énième dispute, parce que le couple n'allait plus aussi bien qu'au début de l'histoire, s'il n'aurait pas exercé des violences et tué sa compagne. Pour le savoir, les enquêtrices décident de l'interroger dès que possible. Entre-temps, elles se rendent à l'Institut médico-légal. La légiste vient d'achever son autopsie et elle a des informations glaçantes à leur livrer sur la mort de Jamie.
La chaussette a été enfoncée dans sa bouche avec tant de force que sa langue s'est coincée, ce qui a coupé l'afflux d'air. Je pense que c'est très difficile d'imaginer à quel point ça doit être terrifiant d'avoir quelque chose d'enfoncé dans la bouche qu'on ne peut pas retirer parce qu'on a les mains liées. C'était méthodique, mais bestial. Et les prélèvements ADN? C'est bon. On en a retrouvé sur et dans son corps, mais aussi sur ses liens. Bonne nouvelle pour les enquêtrices, le meurtrier a laissé des traces sur la scène de crime. Mais cet ADN se trouve-t-il dans leur base de données? Leur permettra-t-il de confondre rapidement celui qui a été capable de torturer Jamie pendant la nuit de Noël? Les inspectrices Dole et Michaels voulaient que l'analyse ADN soit faite immédiatement. Il fallait absolument retrouver cet individu le plus vite possible. En attendant le rapport du labo, elles se concentrent sur leur suspect principal, Ted, le petit ami de Jamie. Pour commencer, elles décident de réécouter son appel aux urgences. Mon ex, ma petite amie, enfin, ma colocataire est dans la baignoire. Est-elle inconsciente? Je crois bien, oui. Est-ce qu'elle respire? Non, je ne crois pas. Il y avait plusieurs éléments troublants. Il commence par se présenter comme le colocataire de Jamie. Et ensuite, il parle d'elle en disant « ma copine » et puis « mon ex ». Ted se reprend donc et, par 2 fois, évoque Jamie comme si elle n'était plus sa compagne. Pour quelle raison? Était-il en train de se séparer? Les étranges propos de Ted ne font que renforcer les soupçons des enquêtrices. Vous me soupçonnez? On n'a pas le choix. On a été honnête, on lui a dit oui, bien sûr. Et Ted n'a pas montré beaucoup d'émotion. Il apparaît assez détaché. En tout cas, ça ne correspond pas, selon elle, à ce qu'un petit ami devrait avoir comme réaction suite à la découverte du corps de sa petite amie suppliciée. Dans la salle d'interrogatoire, les enquêtrices lui mettent la pression. C'était une dispute? C'est comme ça que ça a commencé? Je ne l'ai pas tué. Parfois, on ne sait plus ce qu'on fait. Et une dispute se finit dans la baignoire. Ça, je m'en souviendrai. De toute façon, j'ai un alibi. J'étais chez mes parents. Demandez-leur. Ted n'était donc pas avec Jamie le soir de Noël. Son alibi confirmé, le petit ami est mis hors de cause. Retour à la case départ pour les 2 policières. Elles décident alors de s'intéresser un peu plus à la vie de la jeune femme. Et elles découvrent que Jamie était une habituée du Waterfall et qu'elle a passé la nuit de Noël dans ce bar. Par chance, le pub est équipé de caméras de vidéosurveillance. Les enquêtrices réquisitionnent les enregistrements de ce 24 décembre pour tenter de reconstituer les dernières heures de la vie de Jamie. On la voit arriver au bar, on la voit commander, on la voit effectivement parler avec ses amis, etc. Elle a l'air tout à fait joyeuse, mais par contre, quelque chose qui interpelle les enquêteurs, c'est qu'elle est avec un type assez insistant auprès d'elle. Il a l'air très pressant quand même. Cet homme pressant est très vite identifié. Il s'agit d'un certain Brad Persky. Et au fur et à mesure que cette nuit de Noël avance, Jamie et lui ont l'air de plus en plus proches. C'est Brad, juste là. Jamie passe 4 heures avec lui. Ils rigolent, ils boivent. Et là, elle prend Brad dans ses bras. Sur ces images, Jamie a l'air heureuse. Mais dans quelques heures, elle sera morte, sauvagement assassinée. Brad pourrait-il être le meurtrier de Jamie? En tout cas, il est parmi les derniers à l'avoir côtoyé durant ce tragique réveillon de Noël. Les enquêtrices vont l'interroger. Excusez-moi, vous êtes Brad? Ouais. C'est au sujet de Jamie Larson. On enquête sur son meurtre. Qui ça? La Jamie du bar. On a parlé à vos amis là-bas. Écoutez, je ne parle pas aux flics. Je suis occupé et je ne la connais pas. Voilà ma carte. Si vous changez d'avis, Jamie aimerait sûrement que vous aidiez à trouver son meurtrier. À bientôt. Tu penses que c'est lui? Je ne sais pas. Une chose est sûre, en tout cas, Brad a menti. Sur les images de vidéosurveillance, il était bien avec Jamie le soir de Noël dans le bar.
aurait-il quelque chose à cacher? Les enquêtrices décident de creuser cette piste. Il se trouve que les abords du waterfall sont surveillés par des caméras. Elles récupèrent les images du réveillon et là, surprise. On y voit Jamie sortir du bar vers 2h30 du matin, suivi quelques minutes plus tard par Brad Persky. La voilà. Je me demande ce qu'il cache. Les policières se concentrent sur ce suspect qui visiblement a été vu très près de la victime quelques heures avant sa mort. Elle retourne donc poser quelques questions à Brad afin d'éclaircir ses relations avec la victime. On voudrait éclaircir certains points, Monsieur Persky. Oui, par exemple, vous avez été filmé avec Jamie Larson le soir de Noël. Dans le bar et dehors, où vous l'avez suivi. J'ai une copine. Elle croyait que je travaillais ce soir-là. Je voulais juste rester discret. A priori, si Brad a menti, ce n'était donc pas pour camoufler un crime, mais pour sauver son couple. Il n'était pas censé être au pub pour le réveillon, et encore moins en charmante compagnie. Il ne voulait pas que sa petite amie découvre sa présence dans le bar ce soir-là. Il est parti au bar draguer une nana, quoi. Donc, coincé face à ce mensonge, il ne pouvait pas avouer sa présence en réalité. Pour les enquêtrices, c'est la douche froide. Cette piste si prometteuse retombe comme un soufflet. Écoutez, on se voyait juste au bar. On est rentrés chacun de notre côté. Je voulais juste me couvrir. Vous êtes déjà allé chez elle? Non. Prenez mon ADN si vous voulez. Très bien. Il n'aimait pas la police, mais il n'avait rien à cacher. Il nous a parlé et ça nous a facilité les choses. Après la fermeture du bar, Brad est tout simplement rentré se coucher. Lui non plus n'a donc rien à voir avec le meurtre de Jamie. Ce qui est fou, c'est qu'on suit en fait cette nuit d'homme en homme. Et chaque homme est un suspect. Et c'est ça qui est dingue dans cette histoire. Ted, Brad, deux hommes très proches de Jamie, deux suspects mis hors de cause. Depuis le début, les fausses pistes s'enchaînent. Une situation très frustrante pour Molly Dole et Michelle Michaels. Mais alors que l'enquête piétine, Greg Haven, un des meilleurs amis de Jamie, les lance sur une nouvelle piste. Un troisième homme, lui aussi proche de la jeune femme. Selon vous, qui l'a tué? Je pense que Barton Hoffman doit être mêlé à tout ça. Barton Hoffman est une figure locale. Il a fait fortune dans l'informatique. Si Greg pense à lui, c'est qu'il avait d'étranges relations avec Jamie. Il a une soixantaine d'années, il est beaucoup plus âgé que Jamie et il lui donne de l'argent régulièrement. Les Américains appellent ça un peu un sugar daddy, hein, comme on dit. Et en fait, il est plus ou moins épris d'elle et en échange de cet amour platonique, il l'aide financièrement. Ce fameux Bart, semble-t-il, serait une sorte de bienfaiteur sans rien demander en retour. Alors, Greg explique aux enquêtrices qu'il n'y croit pas trop. Jamie le voyait de temps en temps, mais il espérait plus. Alors que Ted et Brad ont été mis hors de cause, voilà que Barton, le bienfaiteur, devient suspect à son tour. Encore un homme, mais il est très différent des deux autres. Cette piste sera-t-elle enfin la bonne? Les enquêtrices décident d'aller interroger ce personnage intrigant. Tout de suite, il nie tout chantage sexuel. Mais contre toute attente, il reconnaît avoir vu Jamie au cours de cette nuit de Noël. Elle est arrivée à quelle heure? Vers 3 heures du matin. Elle m'a réveillé, je dormais à point fermé. Il était content de la voir, même à 3 heures du matin, le jour de Noël. Il a dit qu'elle rentrait chez elle à pied, qu'elle se sentait seule et qu'il l'avait accueillie à bras ouverts. Elle a dit qu'elle allait quitter Ted. J'étais tellement content pour elle. Jamie avait toute la vie devant elle. Il était très affecté par la mort de Jamie. Mon instinct me disait qu'il l'aimait. Quand est-elle repartie?
Vers 6 heures du matin. Il y a une caméra dans l'entrée de l'immeuble. Ça vous donnera l'heure exacte. J'ai pu confirmer son témoignage parce qu'une fois encore, on a eu beaucoup de chance avec les images de vidéosurveillance. On voyait Jamie arriver chez lui à 3 heures du matin et on la voyait repartir à 6 heures du matin. Jamie n'est donc pas rentrée chez elle avec Barton ce soir de Noël. Une fois encore, cette piste ne donne rien. Mais les enquêtrices savent maintenant que tout se joue là, à partir de 6 heures du matin, ce 25 décembre. J'ai commencé à passer en revue les occupants de l'immeuble pour voir si quelqu'un l'avait suivie au moment où elle en sortait. Mais Molly Dole a beau faire défiler les images, aucun homme ne sort de l'immeuble après Jamie. Impossible d'identifier son éventuel agresseur. Là, pour le coup, c'est la pire des hypothèses pour les enquêtrices, c'est-à-dire qu'il s'agit effectivement de quelqu'un extérieur totalement au cercle amical ou plus large de Jamie. Là, on est face à un total inconnu. L'enquête prend une autre tournure. Molly Dole et Michelle Michaels doivent changer de tactique et élargir les recherches. Alors, elles font diffuser un appel à témoins sur le meurtre de Jamie en espérant récupérer des renseignements utiles. Et la chance va enfin leur sourire. Une femme qui a vu l'appel à témoins contacte le commissariat. Allô? Écoutez, c'est un peu bizarre, mais j'ai peut-être des informations sur le meurtre de Jamie Larson. C'est au sujet d'un collègue, Michael Kirkland. On dirait qu'il est obsédé par ce meurtre. Elles entrent ce nom dans leur base de données et là, elles découvrent que l'homme est déjà fiché. Il avait des antécédents judiciaires. Rien de très grave. Mais cela signifiait que son ADN était dans notre base de données. Avec cette information, l'enquête vient de faire un pas décisif. Les deux policières attendent maintenant de pouvoir comparer l'ADN de Michael Kirkland à celui retrouvé sur la scène de crime. Et justement, la légiste qui vient d'achever son analyse les appelle. Eh bien, ça match. L'ADN trouvé dans le fichier et l'ADN qui correspond en tout point aux traces ADN trouvées sur les cordons qui attachent les poignets et les pieds de Jamie. Après Ted, Brad, puis Barton, voilà maintenant que surgit dans l'enquête Michael Kirkland. C'est le 4e homme suspecté dans la mort de Jamie. Un parfait inconnu cette fois, mais peut-être enfin le vrai coupable. L'ADN de Michael Kirkland apparaît partout sur la scène de crime. Après avoir accumulé les fausses pistes, les enquêtrices sont maintenant sûres de tenir enfin leur coupable. Donc à partir de là, évidemment que ça change tout et que tous les moyens d'enquête se concentrent sur ce Michael Kirkland qui est véritablement le suspect numéro 1 et dans l'esprit des enquêtrices, peut-être le coupable. Les policières revisionnent les images de vidéosurveillance du hall d'immeuble de Barton Hoffman. Et là, tout se confirme. On y voit Michael Kirkland, ce 25 décembre, sortir quelques minutes avant Jamie. Michael Kirkland habitait dans l'immeuble où Jamie était passé ce soir-là. Je pense que Michael Kirkland était probablement en train de fumer une cigarette dehors lorsque Jamie a quitté l'immeuble au petit matin. Et c'est comme ça que leurs chemins se sont croisés. Le 4 janvier 2013, Michael Kirkland est interpellé chez lui et placé en garde à vue. Si son ADN est présent partout sur la scène de crime, c'est la preuve qu'il était bien chez Jamie cette nuit de Noël, mais pas qu'il l'a tué. Les enquêtrices doivent maintenant obtenir ses aveux. Et la partie s'annonce serrée. C'est horrible de mourir si jeune, à 33 ans. Son attitude me semblait nonchalante. Il avait l'air très détendu, ce qui me paraissait bizarre. Il ne bougeait pas. Ses pieds ne bougeaient pas, ses genoux ne tremblaient pas. Kirkland leur raconte qu'il a bien rencontré Jamie le soir de Noël, mais il livre une version très personnelle de cette fin de soirée.
On a commencé à discuter et elle m'a demandé de la raccompagner. Vous avez remarqué quelque chose d'étrange? Elle avait l'air d'avoir peur de quelque chose? Non, elle a juste dit qu'elle sortait de chez un ami. Il avait une voix éteinte qui ne montrait aucune émotion. Quand on est arrivé devant chez elle, j'ai dit que j'allais partir, mais elle m'a proposé d'entrer. Il va se défendre de manière assez osée, en disant pas du tout, effectivement. Nous nous sommes rencontrés dans la rue. Elle m'a dit d'accord, allons chez moi. Et nous avons eu des rapports consentis. Et je suis parti. Sauf que le fait qu'on retrouve son ADN sur les liens des mains et des pieds de la victime qui a été retrouvée dans sa baignoire laisse à penser que, au contraire, Kirkland a quelque chose à voir avec le meurtre de la jeune femme. Il essayait de présenter ça comme un rendez-vous romantique le matin de Noël. L'inspectrice Molly Dole tente alors de le pousser dans ses derniers retranchements. J'essayais de démolir ses mensonges pour voir s'il allait changer sa version des faits. Est-ce que vous lui avez fait mal? J'aime mordiller. Pardon? Mordiller. Mordiller? Oui. Est-ce qu'elle a saigné? Oui, parfois je m'emporte. Vous l'avez mordillé avec un couteau? Non. Et à quoi cela a-t-il mené? Je me suis évanoui. Sans sourciller, Michael Kirkland poursuit son récit de plus en plus absurde. Je me suis levé pour uriner et je l'ai vue morte. Dans la baignoire. Pourquoi vous n'avez pas appelé la police? J'ai des antécédents de violence conjugale. Je me suis dit qu'on me mettrait ça sur le dos. J'ai envie de dire stop. J'en ai assez de vos mensonges. Dites-moi, pourquoi vous avez tué Jamie? Mais il n'en démordait pas. Il a continué de dire qu'il l'avait retrouvée dans la baignoire. Voyant que leur première question ne donne rien, les enquêtrices changent alors de tactique. Elles veulent aller jusqu'au bout et elles veulent faire craquer Michael Kirkland. Depuis le début de son interrogatoire, l'homme a l'air détendu et sûr de lui. Les deux femmes cherchent le moyen de le déstabiliser, de le confronter à l'horreur de son crime pour qu'il avoue enfin. C'est alors que Michelle Michaels a une idée. J'ai demandé à voir son téléphone. Merci. Michelle regarde tranquillement le contenu de son smartphone, qui n'était pas protégé par un mot de passe. Ce qu'on y a trouvé était stupéfiant. Michael Kirkland avait pris des photos de Jamie, probablement pendant son agonie. Oh là là. Le contenu de son téléphone était abominable. Elles sont estomaquées, elles ont la preuve ultime, des vidéos absolument terrifiantes de l'agonie de Jamie. On dit qu'il y a des degrés de folie. Et Michael Kirkland atteignait un niveau que je n'avais jamais rencontré auparavant. Mais qui fait des choses pareilles? Personne. Malgré les preuves flagrantes de son crime, Kirkland se mure dans le silence. Il ne parlera plus. À partir de maintenant, et pour toute la durée de la procédure, j'aimerais être conseillé par un avocat. Il a eu un éclair d'intelligence et il a dit « Non, je crois que je vais attendre de parler à mon avocat. » Il était juste assez malin pour réaliser que c'était fini pour lui. À l'issue de sa garde à vue, Michael Kirkland est inculpé pour le meurtre de Jamie. Mais reste un mystère. Pourquoi a-t-il assassiné avec tant de violence cette jeune femme qu'il ne connaissait pas? Après des mois de silence, il finit par livrer son secret. Il peut être condamné à la peine de mort ou à une peine plus faible s'il raconte réellement ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait. Et c'est ça qui finalement va décider Kirkland à raconter sa vérité, peu avant le procès d'ailleurs. Il va même avouer, ça faisait des années que j'avais envie de violer et tuer une femme. Croiser Jamie ce 25 décembre, au petit matin, une occasion qu'il attendait depuis si longtemps.
Elle se sentait seule le jour de Noël. Elle sort de chez Barton Hoffman, elle a besoin d'une cigarette, et Michael Kirkland est prêt à la raccompagner. Peut-être qu'elle manque de lucidité, et elle n'a pas vu le danger. Donc, selon moi, quand il est entré chez elle et qu'il a voulu coucher avec elle, elle a refusé. Et c'est devenu violent. Il a utilisé la force pour arriver à ses fins. Il l'a attachée. Il l'a violée. Et l'a poignardée. Il l'a mise dans la baignoire et a fait couler l'eau. C'est ma version. Le 8 décembre 2014, 2 ans après les faits, Michael Kirkland est condamné à la perpétuité, sans possibilité d'appel. Compte tenu du plaisir qu'il a retiré du meurtre de Jamie, je pense qu'il aurait certainement continué à tuer. Parmi les textos qu'il a envoyés à des amis, il y en avait un qui disait « Le meilleur Noël de ma vie ». Noël, une fête qui désormais chaque année rappellera à tous ceux qui l'aimaient le souvenir heureux de Jamie. Son rire et son sourire étaient un rayon de soleil. C'est comme ça qu'on se souvient d'elle.